Je crois que tout a vraiment commencé le jour où je suis revenue vivre chez mes parents. Je n'avais pas prévu de rester longtemps, juste quelques semaines, le temps de me remettre d'une rupture et de trouver un nouvel endroit. Mais dès que j'ai passé la porte, j'ai senti cette espèce de tension flottante, ce truc invisible qui colle à la peau. Ma mère m'a accueillie avec son sourire fatigué, celui qu'elle utilise quand elle veut me faire croire que tout va bien alors que pas du tout. Mon père, lui, s'est contenté d'un salut bref, sans même décrocher les yeux de la télévision. Ma sœur était déjà enfermée dans sa chambre, comme d'habitude. Les premiers jours, j'ai essayé de ne pas trop faire attention. Je me disais que c'était juste moi, que je me prenais la tête pour rien. Mais il y avait des détails qui sonnaient bizarres. Des discussions qui s'arrêtaient net quand j'entrais dans une pièce, des chuchotements dans le couloir la nuit, des regards échangés entre eux quand je posais des questions simples comme qui avait appelé ou pourquoi mon père passait autant de temps enfermé dans le garage. Un soir, j'ai entendu mes parents se disputer dans la cuisine. Ce n'était pas une dispute violente, mais une dispute tenue, presque étouffée, comme s'ils avaient peur que les murs les écoutent. Je n'ai pas tout compris, juste des mots épars. Dette. Papier. Encore. Et ce fameux « laisse-moi gérer ». Ma mère avait la voix qui tremblait. Mon père parlait sec, comme quelqu'un qui sait qu'il a merdé mais qui refuse de l'admettre. Le lendemain, j'ai essayé de demander à ma mère si tout allait bien. Elle a esquivé, comme toujours. Elle s'est mise à ranger des trucs qui n'avaient pas besoin d'être rangés. Elle m'a dit que j'avais assez de problèmes comme ça et qu'elle ne voulait pas m'ajouter les siens. Ça m'a énervée, parce que j'ai horreur qu'on me mette à l'écart avec cette excuse. La tension a explosé un soir de repas. Ma sœur était là, silencieuse, les yeux rivés sur son assiette. Mon père mâchait comme si de rien n'était. Moi, j'ai craqué. J'ai demandé ce qui se passait, pourquoi tout le monde agissait comme si un truc grave était en train de leur tomber dessus. Mon père a levé les yeux vers moi avec ce regard froid qu'il a quand il estime que je dépasse les limites. Il m'a dit que ça ne me regardait pas, que je devais me concentrer sur ma vie et arrêter de fouiner. Je n'ai pas aimé le ton. Je lui ai répondu que c'était facile de dire ça alors que je vivais ici et que je sentais bien que quelque chose clochait. Ma mère m'a supplié d'arrêter. Ma sœur m'a lâché un petit soupir agacé, comme si j'étais encore le gamin qui s'énerve pour rien. Et là, mon père a lâché une phrase qui m'a glacée. Elle s'occupe de rien, il ne comprend rien, comme des habitudes. Je ne sais pas pourquoi ça m'a autant touchée, peut-être parce que j'avais déjà la tête à elle envers avec ma rupture et tout le reste. J'ai quitté la table en claquant la porte, incapable de gérer ce mélange de colère et de tristesse qui me montait. Je suis montée dans ma chambre, ou plutôt la chambre des amis qui me servaient de refuge, et j'ai passé la soirée à tourner en rond. Je repensais à ces petites choses de mon enfance que je n'avais jamais comprises. Les moments où mon père disparaissait sans explication. Les soirs où ma mère pleurait en douce. Les fois où on nous disait de ne pas nous mêler des histoires des adultes. Ma sœur est venue me voir un peu plus tard, mais pas pour me soutenir. Elle m'a reproché d'en faire trop, de mettre de l'huile sur le feu, de compliquer une situation déjà compliquée. Je lui ai demandé ce qu'elle savait, mais elle a détourné le regard. Je me suis sentie plus seule que jamais, comme si j'étais le seul à vivre dans un brouillard dont tout le monde connaissait la raison sauf moi. À partir de là, j'ai compris que ça n'allait pas et s'arrêter là. Qu'il y avait quelque chose de vraiment important qu'on ne me disait pas. Et que si je voulais savoir, il allait falloir que je creuse, même si ça risquait de tout faire exploser. Les jours qui ont suivi ont été un vrai labyrinthe. Personne ne parlait, mais tout le monde paraissait sur le point de craquer. Je voyais ma mère traîner dans la maison avec ce regard perdu, comme si elle attendait qu'une bombe explose. Mon père, lui, faisait semblant de ne rien voir, toujours enfermé dans le garage ou scotché devant les infos. Et ma sœur disparaissait dès le matin, revenait tard, et surtout évitait mon regard. Plus j'y observais, plus je me disais que ce n'était pas juste une petite histoire. Il y avait quelque chose de bien plus lourd. Un après-midi, ma mère M a demandé si on pouvait parler. Rien que son ton M a donné le vertige. Elle hésitait, triturait un torchon entre ses doigts. Elle m'a dit que si mon père s'énervait autant, c'était parce qu'il avait peur que je découvre certaines choses de la mauvaise manière. J'y ai demandé direct de quoi elle parlait. Elle a soupiré longtemps. Puis elle a lâché que la maison n'était plus vraiment à nous, qu'il y avait des retards, des papiers qu'elle n'avait jamais vus, des lettres planquées que mon père cachait depuis des mois. J'y ai senti mon estomac se tordre. Elle a ajouté qu'elle n'avait rien dit parce qu'elle avait honte, parce qu'elle pensait que ça finirait par se régler. Je ne savais même pas quoi répondre. J'y essayais d'être calme, mais j'y avais la tête qui bouillonnait. Je lui ai demandé pourquoi mon père ne m'avait jamais rien dit. Elle s'est contentée des mince, on ne parle pas de ses erreurs. Ça m'a frappé comme un coup de poing. Je suis sortie dehors, j'y avais besoin d'air. Je repensais à tous ces moments où mon père me reprochait d'être irresponsable alors que lui cachait un truc pareil.
Le soir, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller fouiller dans le garage. Je voulais savoir. Je me suis senti minable de devoir en arriver là, mais c'était plus fort que moi. Dans un vieux carton, j'y ai trouvé les lettres. Période de retard, menace de saisie, mise en demeure. Tout y était. Et le pire, c'est que ça remontait loin, bien avant que je revienne à la maison. Je tremblais en lisant tout ça. Je ne savais plus si j'y avais envie de hurler ou de pleurer. Quand je suis rentrée, mon père était dans la cuisine. Il m'a demandé où j'y étais. Je lui ai dit que j'y avais trouvé les lettres. Le silence qui a suivi était presque assourdissant. Il m'a juste regardé, sans dire un mot. Puis il s'est lancé dans une explication longue et embrouillée, mélange de fierté mal placée, de peur de passer pour un raté, de décisions stupides prises pour protéger la famille. Je voyais bien qu'il était sincère, mais ça ne diminuait pas la colère que j'y avais en moi. Plus tard dans la nuit, je me suis écroulée dans ma chambre. Je pensais à toutes les fois où on m'avait traité comme si j'y étais trop fragile pour comprendre les soucis des adultes. Alors qu'en réalité, ils étaient juste incapables de faire face à leurs propres mensonges. J'y ai repensé à mon enfance, à ces disputes que je pensais vaguement liées au travail ou à la fatigue. En fait, c'était souvent lié à ces histoires-là. Tout s'éclairait d'un coup, et ça faisait mal, vraiment mal. Le lendemain, la tension était à son comble. Ma sœur est venue frapper à ma porte. Elle avait ce regard gêné qu'elle n'a jamais. Elle m'a dit qu'elle savait depuis longtemps, mais qu'elle n'avait rien dit parce que notre père lui avait fait promettre. Ça m'a achevé. Je me suis sentie exclue, comme si j'y étais le dernier maillon d'une chaîne que plus personne ne respectait. Je lui ai crié dessus, j'y ai perdu le contrôle. Elle a pleuré, elle a dit qu'elle avait juste voulu éviter une catastrophe. J'y ai pas su quoi répondre. Je me suis contentée de la regarder partir, en sachant qu'à partir de là, plus rien ne serait pareil entre nous. C'est ce soir-là que j'y ai compris que je ne pouvais plus rester dans cette maison. J'y ai préparé un sac sans réfléchir. J'y avais besoin de prendre de la distance. Ma mère m'a supplié de rester, elle avait la voix brisée, mais je n'avais plus la force. Je suis partie sans me retourner. Je ne savais pas où j'y allais exactement, mais je savais que si je restais une minute de plus, j'y allais exploser. Les jours suivants, j'y ai reçu un message de mon père. Un texte court, sec, mais différent de des habitudes. Il disait qu'il était prêt à tout m'expliquer vraiment si je revenais. Je suis restée plantée là, le téléphone dans la main, sans savoir si je devais lui répondre ou tout laisser derrière moi. J'y étais partagée entre la colère, la déception, et une drôle d'envie de comprendre enfin toutes les pièces du puzzle. Et c'est à ce moment-là que j'y ai commencé à hésiter pour de vrai. Est-ce que je devais revenir pour entendre sa version, ou est-ce que je devais couper les ponts pour de bon? Je me sentais perdue. Et pour la première fois depuis longtemps, j'y ai eu peur de découvrir la suite. Je suis revenue quelques jours plus tard, presque à contre-cœur. Je n'avais pas prévenu, je ne savais même pas si j'y allais vraiment entrer. J'y ai tourné autour de la maison comme un fantôme avant d'oser frapper. C'est ma mère qui a ouvert. Elle avait les yeux gonflés, mais elle a juste soufflé un merci, comme si ma simple présence lui retirait un poids. Je ne savais pas quoi dire. Je me sentais encore plein de colère, mais aussi vidé, lessivé par toutes ces révélations. Mon père était dans le salon, assis comme un gamin qui attend sa punition. Il m'a fait signe de m'asseoir en face de lui. J'y ai hésité, puis je me suis installée. Le silence a été interminable, jusqu'à ce qu'il commence à parler. Cette fois, il n'a pas tourné autour du pot. Il m'a raconté tout, depuis le début. Les mauvaises décisions qu'il avait prises à cause de son travail, les crédits qu'il avait cachés, les retards, les mensonges, la spirale qui avait grandi jusqu'à devenir incontrôlable. Il a avoué qu'il avait eu honte, qu'il avait l'impression de perdre son rôle de père, qu'il ne savait plus comment rattraper les choses. Il a dit que Hélène n'avait jamais voulu nous mêler à ça, mais que mentir avait fini par devenir une habitude. Je l'écoutais, partagée entre compassion et colère. J'y avais du mal à croire qu'il avait pu laisser la situation dégénérer à ce point sans demander de l'aide. Je lui ai dit que j'y avais eu l'impression d'être mis à l'écart toute ma vie, comme si je n'étais pas trusted pour entendre la vérité. Il a baissé la tête. Il a dit qu'il avait toujours pensé me protéger, mais qu'en réalité il m'avait juste blessé. Il avait cette voix que je lui connais rarement, fragile, presque cassée. Ma sœur nous a rejoints. Elle aussi avait des choses à dire. Elle a expliqué qu'elle avait essayé de nous tenir ensemble, de ne pas empirer les choses, mais qu'elle avait été dépassée. On s'est parlé franchement, pour la première fois depuis des années. Il y a eu des reproches, des excuses, des sanglots, des silences lourds. On s'est pas serré dans les bras comme dans un film, mais pour une fois, chacun disait ce qu'il avait sur le cœur. On a fini par s'asseoir tous les quatre dans la cuisine.
Ce même endroit où J avait explosé quelques semaines plus tôt. Il y avait une drôle d'ambiance, un mélange de fatigue, de soulagement et de malaise. On a parlé solution. Vente de la maison ou pas, prise de rendez-vous pour mettre à plat les dettes, nécessité que chacun arrête de jouer les héros solitaires. On a même évoqué l'idée de voir quelqu'un tous ensemble, un spécialiste, quelqu'un pour nous aider à arrêter de tourner autour des mêmes blessures sans jamais les régler. Je ne vais pas mentir, je n'étais pas convaincue. Une partie de moi restait sceptique. Une autre avait juste envie de fuir très loin. Mais en les regardant, je me suis rendu compte que malgré tout, malgré la colère, la déception et les mensonges, je tenais encore à eux. Pas comme avant, pas de façon aveugle, mais avec une lucidité nouvelle. On ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir ce qu'on veut en faire. Les jours suivants ont été étranges. Plus calmes, mais pas faciles. Les habitudes ne changent pas en un claquement de doigts. Parfois je me sentais toujours sur la défensive. Parfois c'était eux. Mais au moins, tout n'était plus caché. Et ça, c'était déjà énorme. Je n'ai pas décidé tout de suite si j'y allais rester vivre avec eux ou repartir. J'y ai pris un petit boulot temporaire pour me remettre sur pied, et je rentrais le soir pour les aider avec les papiers, pour discuter un peu, ou simplement pour ne pas les laisser s'enliser à nouveau dans le silence. On avançait lentement, maladroitement, mais on avançait. Un soir, en rentrant, je me suis arrêtée devant la maison. Je les regardais longuement. Elle n'avait pas changé, mais moi si. J'y ai compris que ma famille n'allait jamais devenir parfaite ni simple. Qu'il y aurait toujours des zones grises, des erreurs, des maladresses. Mais j'y avais enfin l'impression de voir les choses clairement. Et ça suffisait pour respirer un peu mieux. Je ne sais pas où tout ça va nous mener. Peut-être qu'on réussira à tout reconstruire, peut-être que ça cassera encore. Mais au moins, on ne vit plus dans un mensonge. Et même si rien n'est totalement réglé, je me sens un peu moins seule dans cette histoire. Et pour la première fois depuis longtemps, ça me suffit.